Alors pour clôturer cette matinée, nous allons revenir vers un sociologue avec Serge Guérin. Serge, vous êtes donc sociologue, vous enseignez à l'école INSEC, vous êtes un spécialiste des questions de vieillissement. J'ai compté dans votre biographie, le mot senior figure dans le titre de 5 de vos livres, mais je pourrais aussi citer, pour reprendre un mot qui a été employé à plusieurs reprises, et ça m'a frappé, le droit à la vulnérabilité, manager les fragilités en entreprise, paru il y a 10 ans. Vous allez revenir sur les fameux déclencheurs de l'action dont il a été question au long de cette matinée. Vous avez aussi assisté à l'ensemble des débats. Je suis sûr qu'il y a des points qui vous ont frappé, puis aussi vous avez capté ces fameux signaux faibles. Il y avait plein de choses. On se disait avec Stéphane tout à l'heure que peut-être la première chose, c'est qu'on a passé un bon moment. Non mais à un moment donné, faut se le dire aussi, parce que souvent sur ces sujets-là, qu'est-ce qu'on s'emmerde, qu'est-ce qu'on est malheureux en arrivant et en sortant. Donc c'est bien aussi de se dire. Attention, parce que c'est au montage, ça peut donner un résultat désastreux, ce que vous venez de dire là. Ah oui, et puis vous le savez, on gagne pas toutes les médailles d'or si j'ai bien compris, mais celle du championnat du monde des victimes, on est pas mal en France. Donc chacun est plus victime que l'autre et tout ça. Je trouve qu'à un moment donné, comme vous aviez dit, oui, la fragilité peut concerner tout le monde. Ouais. Mais je dirais oui. Quand on regarde, ça m'amuse toujours. C'est une fois, on m'a dit, ouais, mais toi, t'es un utopiste, tu parles que de ces questions-là, tout ça. Oui, enfin, quand on compte le nombre de gens âgés en souffrance, le nombre de gens qui sont en maladie longue durée, les maladies chroniques en plus, le handicap, tous les gens qu'on n'a pas repérés, plus tous ceux qui accompagnent, plus tous ceux qui bossent autour, il y a plus de 50% de la population. Donc, c'est pas rien, quoi, quand même. Donc, on parle plutôt de la majorité des gens plutôt que la minorité. Mais de se dire aussi que cette fragilité, ah, le pauvre, il est fragile. Ah, la pauvre, il est fragile. Mais c'est aussi une force. Donc c'est aussi de se dire, on reconnaît, et dans les déclencheurs d'ailleurs, il y avait cette question extrêmement importante de la VAE, de comment finalement on repère qu'une personne qui n'a pas choisi d'être dans cette situation-là en fait quelque chose. Et que donc comment on valorise cette personne-là. Et finalement, en valorisant cette personne-là, on valorise le fait de... je vais reprendre une vieille formule de mon camarade de Spinoza, qui n'a pas pu venir parce que il était retenu, quoi. Voilà. Mais il disait la joie dans le pouvoir d'agir. Hein, il y a les passions tristes d'un côté, on passe notre vie à haïr, à détester, machin. On est super content quand il se passe un problème de l'autre, même si parfois on fait semblant d'être triste pour lui. Voilà. Et puis, ok, mais finalement c'est pas génial. Ou bien il y a cette joie dans le pouvoir d'agir, de dire je peux faire quelque chose. Et finalement l'aidant, même s'il est dans des situation parfois extrêmement complexe, il y a aussi se dire aussi oui mais cette personne agit, fait quelque chose. Je trouve que ça il y a vraiment quelque chose à valoriser autour de ça. Et dans les déclencheurs, la question de la VAE, la question de trouver bien la bonne notion. Je vais reprendre un autre, mon grand frère spirituel qui non plus n'a pas pu venir pour un bête accident de voiture, Albert Camus, disait mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. On a bien vu quel nom, alors c'est APSA, ok, aidant, même là on n'est pas au clair. Je me souviens du combat qu'il y avait eu auprès de Michel Delaunay parce qu'au début on parlait d'aidants naturels. Aidants naturels, c'est-à-dire si c'est naturel, un, ça veut dire que ce sont des femmes. Et deux, si c'est naturel, on va pas en plus payer, quoi. Il y avait quand même ça. Hein. Faut quand même rappeler que les aidants, alors à l'époque, quand on s'intéressait à la question, il n'y avait aucun chiffre. Aucun énarque ne s'était penché. Donc si aucun énarque ne s'y penche, c'est qu'il n'y a pas de sujet. On est d'accord. Aucun énarque, aucun économiste, rien n'avait regardé ce que ça représente. Et avec un groupe d'aidants, on avait fait un calcul. Alors moi, je suis pas très bon en mathématiques, j'ai eu un au bac, mais on avait fait un tout petit peu d'arithmétique. 8,5 millions de personnes, 20 heures par semaine, 19 € de l'heure, on arrivait à 168 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est que derrière, c'est rentable de s'en préoccuper. Je le dis d'ailleurs, il y a peut-être des DRH dans la salle, il y a un côté parfois de se dire... Ouais, faut s'en occuper parce que ça fait bien. Il y a parfois un peu de aidant washing, hein, de dire ouais, y a quand même pas qu'on se fasse gauler, quoi. Faut qu'on fasse un petit truc autour, tout ça. Bon. Et puis je me souviens d'une personne qui m'a dit ah c'est génial, ça me fait une ligne dans la RSE. Ok, super, d'accord. Mais on peut peut-être essayer d'aller un peu au-delà. Et là, toute cette matinée, on est allé au-delà. Et ce qu'on a fait avant, dans les réunions qu'on a fait à l'observatoire, d'abord il y avait du plaisir. C'était sympa d'y être. Il y avait en plus un peu de chocolat, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis voilà. Et puis on a discuté, on a échangé, on a essayé de trouver des pistes. Et cette question des déclencheurs, je trouve qu'elle est très forte par rapport à ça. Essayer de s'appuyer sur quelques petites choses. Benoît parlait d'un système assurantiel d'une manière ou d'une autre. Il y a avancé de ce côté-là. La question de la VE, la question du nom, la question de CCAFSA, ou oui, alors après on peut regarder. C'est vrai que dès qu'il y a le mot technicien, on a un peu peur quand même. Hein. Donc c'est, je sais pas, enfin ouais, il y a une coordination, parce que ce qu'on voit bien,
quand on l'a vécu d'une manière ou d'une autre, ce qu'on voit bien, c'est la question de la coordination. Qu'est-ce que c'est compliqué dans ce putain de pays, voilà. Et que donc, à un moment donné, si déjà, on pouvait un peu simplifier la vie des gens. Déjà, on gagne, je sais pas, sur les 16 jours, et c'est bien 16 jours, hein, Guillaume, 16 jours de départ où on n'est pas dans l'entreprise parce qu'on est aidant, ainsi de suite. Si simplement on réglait des problématiques d'organisation et de coordination, déjà, on n'est plus à 16 jours, on est à 2 jours, à 3 jours, ainsi de suite. Donc il y a ça. Il y a aussi la question, évidemment, la meilleure façon d'aider les aidants, c'est quand même qu'il y ait des professionnels qui ne soient pas loin. Parfois, d'ailleurs, ces professionnels sont eux-mêmes en situation d'être aidants. Ce qui rend aussi, évidemment, les choses un peu compliquées pour elles, quoi. Mais en tout cas, voilà, se dire que, en fin de compte, on y a tout intérêt. Ça fait du bien d'aider les aidants, mais on y a tout intérêt. Et l'entreprise, je crois qu'on parle de ROI, on peut peut-être rajouter un S, ROI social, mais il y a un retour sur investissement à accompagner les aidants. Il y a un retour sur investissement à repérer. On l'a bien vu, hein, la question de la reconnaissance. C'est intéressant de dire ce mot-là. Parce que si je ne me reconnais pas moi-même où je suis, or, tous, on sait qu'on a un besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance pour performance et tout ce qu'on voudra, mais aussi par rapport à ça. On voit bien que le premier élément, il est celui-là quand même. Il est comment la personne elle-même se reconnaît. Tant qu'on n'a pas avancé là-dessus, finalement, on n'a pas tellement avancé. Donc c'est aussi, là encore, de dire attention, on ne vous repère pas et ça va vous fragiliser. Parce que les gens disent, si on le sait, c'est pas bon pour la carrière. Si on le sait, on va repérer quand justement, discrètement, je suis parti. Si on le sait, enfin, ainsi de suite. C'est aussi pour ça qu'on ne le dit pas. On ne sent pas, puis parce qu'on sent que c'est pas bon. Donc c'est comment finalement, on dit au DRH, on dit au manager, mais votre capacité à accompagner les aidants et plus largement, parce que finalement, l'entrée sur les aidants, c'est l'entrée sur toutes les fragilités. Et avec le Covid, on a découvert que tout le monde était fragile, même les champions du monde. Vous avez remarqué d'ailleurs combien le vivre Milan, le transhumanisme et tout ça, s'est pris un bon coup sur la cafetière quand même, avec le Covid. Parce que, ah ouais, on a toute l'informatique qu'on veut, on a tout ce qu'on veut, mais enfin, le petit virus du Moyen-Âge explose tout le monde, quoi. Donc c'était aussi intéressant. Ça a rendu les gens sans doute un peu plus humbles par rapport à ça. Mais ce côté humble, qu'on en fasse une force extraordinaire, c'est génial. C'est-à-dire que derrière, c'est une force pour en effet inventer une autre société. Alors une société où c'est pas une société des victimes qu'il faut aider. C'est une société de gens qui, à certains moments, sont des aidants, à certains moments, sont des aidés, et qui sont aussi en capacité de réfléchir, en capacité de mutualiser, en capacité de s'organiser. Et donc, finalement, et ça touche l'entreprise. Tu l'as dit, Myriam, parce que tout simplement, quand les gens sont pas là, c'est pas bon pour l'entreprise. Mais quand il y a aussi pas une super ambiance, c'est pas bon pour l'entreprise. Ça n'a rien à voir et tout à voir. J'ai travaillé pour une entreprise et par exemple, les jeunes remarquaient que quand il y avait un départ à la retraite, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pot, il n'y avait rien. Les gens partaient. Les gens disaient, mais c'est comme bizarre cette entreprise, on ne remercie pas les gens. La notion de remercier, la notion, mais vous êtes là, on a besoin de vous, si on vous a recruté, c'est pas juste pour vous faire plaisir. C'est qu'on pensait, quand les Échos vous a recruté il y a quelques années, c'était pas juste pour vous faire plaisir. C'était parce qu'ils savaient que vous êtes un éditorialiste extraordinaire. Et vous rendez ce service-là. Et donc, non mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend les gens parce qu'on se dit, ils vont être utiles. Et donc, c'est leur dire aussi, en les reconnaissant, y compris comme aidants, donc à un certain moment, d'une certaine fragilité, c'est leur dire, mais vous avez été utile à l'entreprise. Et vous êtes toujours utile à l'entreprise. Et demain, vous serez utile à l'entreprise. La reconnaissance, c'est ça quand même. Se dire, finalement, vous y contribuez. Donc, la DRH, donc les acteurs, ont sacrément intérêt à repérer cela. Ça réduit l'absentéisme, ça améliore la qualité humaine collective. Et puis, vous le savez bien, on est dans un pays extraordinaire où il y a un taux de chômage fabuleux et en même temps, on trouve personne pour aller bosser. Bon. Et donc, du coup, la question aussi de ce qu'on appelle la marque employeur, ce qu'on appelle tout ça, donner envie aux gens d'aller bosser dans telle ou telle entreprise. Ça jouera aussi sur, tiens, dans cette entreprise, je compte. Quelqu'un qui est fragile et qui compte, ah ouais, donc la boîte, elle ne me voit pas que comme un producteur de profit, quoi. Elle me voit aussi comme quelqu'un qui contribue à quelque chose d'autre. Donc de ce point de vue-là aussi, sans doute que ça crée quelque chose de plus fort pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc là encore, soutenir les salariés aidants, c'est finalement soutenir l'entreprise elle-même. Et donc il y a aussi quelque chose là de dire, mais on y a tout intérêt. Et donc dans la performance, sacré mot la performance, qui est aussi une performance sociale, qui est aussi une performance collective, voilà. Dans la performance, je mesure la performance du manager sur le nombre de contrats qu'il a remportés. OK. Mais je peux aussi intégrer comme un des éléments de la performance du manager, comme sa capacité à souder une équipe, comme sa capacité à repérer qu'il y a des gens qui, à un moment ou à un autre, vont moins bien. Si on l'intègre dans la performance, y compris en termes de rétribution, peut-être des chances aussi que le manager soit un peu plus attentif à cette question. Et puis le DRH qui aura proposé ça, on intégrera aussi cela dans sa performance. Donc peut-être qu'il se sentira aussi un peu plus mobilisé. Parce que le risque, c'est de se dire, je vais faire un petit truc pour être tranquille, mais
pourvu que ça marche pas trop. Parce que finalement, ça en intéresse aussi certains. Benoît a dit, si je dépense autant pour 2% ou pour 10%, c'est quand même mieux quand il y a 10%. Il a parfaitement raison. Mais il peut y avoir aussi une tentation de dire, après tout, si on n'a pas trop qui se réveillent, ça peut aussi nous arranger. Hein, vous savez, il y a eu ça pour le RSA. Oh, on va peut-être pas trop, c'est quand même pas mal si tout le monde ne le demande pas. Voilà. Donc c'est aussi de se dire, mais non, la rentabilité sociale, c'est quand justement les gens que l'on vise se sentent visés et vont voir. Et du coup, ils se sentent mieux, et du coup, ils apportent plus à l'entreprise, et ainsi de suite. Donc c'est finalement un cercle vertueux. Et encore une fois, il y a quelque chose de très fort autour de tout ça. Bien. C'est fini C'est à vous de savoir. Non, je savais non, je vous en ai... oui, mais vous savez, quand les gens terminent, parfois ils descendent, oui, ils descendent tranquillement, et puis parfois, choup, ils font hop. Oui, là j'ai vu, voilà. C'était un peu là. Et non, je voulais juste au tout début là, il y a plein de choses. Mais Pierre m'a dit, attends, fais attention, t'es gentil, mais tu parles pas trop longtemps. C'est pour ça qu'on m'a mis à la fin aussi. Hein. Voilà. Mais il y a vraiment. Stéphane disait sortie de crise. Ça fait 50 ans qu'on est en crise, je crois, ou un truc comme ça. Bon, on sort peut-être de la crise du Covid, mais on rentre dans les transitions. Dont en effet la transition démographique, mais pas seulement. Transition démographique, elle va vraiment nous péter la gueule en 2026. Quand les enfants du baby-boom, il y a eu problème de la retraite, 2006. Ah bah c'est dingue. Vous savez, parce qu'il y a un truc fou, c'est généralement quand on fait des enfants, 60 ans plus tard, ils ont 60 ans. Sauf s'il y a eu un gros problème avant, ce qui peut arriver. Et donc, à 60 ans, parce qu'il y a une drôle d'idée qui a été de mettre la retraite à 60 ans. Donc, en 2006, ah bah, il y a 180 000 personnes de plus à la retraite. Ah oui, puis on l'avait pas prévu avant. Alors que, bon. Et là, vous savez que 60 ans plus 20, ça fait 80. Joli. On a répété, hein, bien sûr. Donc, 2006 plus 20, ça fait 2026. Voilà. En 2026, l'explosion du nombre des gens de plus de 80 ans. Il y aura encore des salariés qui travailleront, ils auront des parents au-delà de 80 ans. Et 80 ans, c'est l'âge où on commence, où le risque de rentrer vraiment dans des problématiques de santé, de perte d'autonomie sont importantes. 2026, c'est demain. Et là, on va avoir une nouvelle explosion. Donc, est-ce qu'on fait? On attend 2026, le 1er janvier 2026 ou le 31 décembre 2026, en disant, waouh, ah, c'est vrai qu'il y en a plus que prévu. Non, ils sont prévus. Donc, voilà, par exemple, là aussi, on aura cet élément-là. Et pourquoi je disais ça? Voilà, c'est cette histoire de société de transition. Puis c'était aussi parce que Patrice Algon a parlé tout à l'heure d'âge de pierre. Quand il a dit ça, je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil à Pierre Denis? Ou est-ce que c'est un clin d'œil à Pierre Laroque? Rapport Laroque 1962. Déjà, il nous racontait tout ça. Donc c'est aussi de se dire, on est dans l'âge de pierre, à un moment donné, c'est aussi la prévention, c'est aussi anticiper, quoi. Et donc ce qu'on fait là, c'est aussi, vous disiez en 2025, c'est-à-dire à peu près à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on est capable d'inventer une société qui fait de ces enjeux-là, non pas une charge, non pas des problèmes, non pas des ennuis, il y a tout ça bien sûr, mais qui en fait un levier incroyable pour inventer autre chose. Et entre autres, peut-être inventer des emplois qui ont plus de sens, inventer des métiers du care, et ainsi de suite. Et enfin, faire de la prévention, ce qui peut intéresser à une organisation comme la Mutuelle Générale, faire de la prévention un objectif cardinal. Il y a un principe de précaution. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un principe de prévention. Là, je m'arrête. Bah, ça me paraît une très belle fin. Merci Serge, merci pour tout, merci pour avoir introduit cette expression de Spinoza, hein, la joie dans le pouvoir d'agir, que j'ai senti tout au long de cette matinée, et c'est vrai que c'était un vrai bonheur de ressentir ça. Et on peut terminer, mais ce qui me frappe tout de même juste avant, c'est donc l'immensité du chemin à parcourir, mais aussi que ce chemin, il peut nous emmener sur de très belles choses pour les salariés aidants et aussi pour toutes les entreprises. Alors, on a un programme qui est tout fixé. Hein. Il faut arrêter de parler de TC-APSA et parler d'opérateurs de reliance ou peut-être d'acteurs de reliance, mais voilà. Et on voit bien qu'il y a un besoin absolument clé d'avoir quelqu'un qui sache faire et qui prend en charge cette question pour avancer. Je pense qu'il faut aussi aller voir ailleurs ce qui se passe dans d'autres pays, parce que la France n'est pas la seule où il y a des salariés qui doivent aider des personnes dans leur entourage, et il y a certainement des choses non pas à copier, mais sans doute des choses à nous dont on pourrait utilement s'inspirer. Il était question de Taïwan tout à l'heure. Et je crois surtout qu'il serait logique de ne plus parler de second colloque de l'Observatoire solidaire, mais plutôt du deuxième,
tant il paraît évident que nous avons besoin de nous reparler. En attendant, bonne journée à toutes et à tous.